Allez, on va attaquer tranquille. Petite session sur la configuration de SQL Server, alors, mais vraiment orienté préparation au dépannage. On va pas forcément revenir sur les points qui ont été abordés lors de la session précédente sur le Optimize for ad hoc workload, etc., la TempDB. Là, on est vraiment dans une optique de préparer SQL Server pour des jours sombres, préparer SQL Server pour des jours où finalement on aura des problèmes, que ce soit des problèmes de performance ou autre. Donc on est vraiment sur ce type de configuration-là. Et finalement, cette configuration va tout simplement s'ajouter à ce que vous avez déjà pu mettre en place au niveau de votre instance SQL. Très rapidement, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte. Vous pouvez me rencontrer sur différents canaux, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit du blog, que ce soit au travers d'un certain nombre de sessions, de webinars. Donc, je suis assez présent sur ce domaine-là. Si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à envoyer des emails ou à me contacter via Twitter. L'intégralité des slides et des démonstrations seront posées sur mon GitHub également. Donc, si vous avez besoin de récupérer ça pour vos propres présentations, n'hésitez pas à le récupérer. Pour ma part, je fais du SQL Server depuis 1997, donc au siècle dernier, avec SQL Server 6.5. Et très rapidement, j'ai travaillé sur la partie infrastructure, haute disponibilité, avec la virtualisation qui est arrivée ensuite. Et aujourd'hui, je dirais que le métier de DBA a évolué, donc forcément, il a fallu suivre la tendance et migrer un tout petit peu plus vers du cloud dans dans toutes ses formes, que ce soit du PaaS, que ce soit du IaaS. Pourquoi pas aussi du container as a service. Donc, tout ce genre d'aspect fait partie aujourd'hui de mon travail de conseil et de formation sur SQL Server. Je suis certifié formateur, je suis certifié également master sur SQL Server et j'ai aussi l'honneur d'être MVP SQL depuis 2008 maintenant. Allez, on va attaquer avec des choses un tout petit peu plus sérieuses. L'installation de SQL Server. Donc finalement, l'idée, c'est tout simplement de dire qu'aujourd'hui, l'installation de SQL Server, on va dire, est relativement correcte. On va dire qu'il n'y a pas d'écueil majeur. C'est vrai que si on remonte un tout petit peu dans le passé, sur du SQL Server 2012, sur du SQL Server 2014, une fois qu'on avait terminé l'installation de SQL Server, il fallait absolument revenir en post-configuration et aller changer tout simplement la taille et le nombre des fichiers de TempDB. Ça, ces points-là ont été discutés dans la session précédente. Éventuellement, on utilise le Instant File Initialization, donc le Perform Maintenance Volume Task, qui va permettre finalement la création de bases de données, la restauration de bases de données et l'agrandissement des fichiers de data de manière plus rapide. On n'a pas besoin de faire l'initialisation à 0 sur disque. Le fait de fixer la mémoire, le fait de fixer le max d'op, donc ces points ont déjà été abordés, on va passer dessus, on va pas y revenir, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'installation de SQL Server, je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, loin s'en faut, mais on a quelque chose qui est relativement correct. Par contre, on va quand même avoir un certain nombre d'insuffisances. Et ces insuffisances, c'est vraiment pour, je dirais, tracer, monitorer, garder un historique sur ce qu'il se passe dans SQL Server en cas de problème. Parce que tant que tout va bien, finalement, on pourrait très bien se contenter d'une installation par défaut. Mais le jour où on va vraiment avoir un problème dans SQL Server, là, à ce moment-là, la configuration par défaut ne suffit pas. Donc, est-ce qu'on va vraiment devoir changer? La première chose, ça a été abordé un tout petit peu précédemment, c'est cette notion de sauvegarde de base de données. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place un plan de maintenance, quelle que soit sa forme, si vous ne mettez pas en place des sauvegardes, clairement, un jour, vous aurez un problème. Pourquoi? Parce que votre PRA, votre plan de reprise d'activité, ne sera pas prêt. Si on reprend un tout petit peu l'actualité récente, que ce soit des cyberattaques, que ce soit des data centers qui brûlent, comme on a vu ça de manière assez rapprochée à Strasbourg, si vous n'êtes pas prêt, je dirais, à répondre à ce genre de problématiques, clairement, vous aurez un énorme souci parce que si vous perdez vos bases de données, les bases de données aujourd'hui, c'est l'or, c'est le pétrole du futur. Donc, il faut vraiment être carré de ce côté-là. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à restaurer vos bases de données, ce qui veut dire par là que vous avez préparé des sauvegardes,
vous avez vraiment un énorme risque au niveau de votre société, au niveau du business de votre société. Donc, la partie sauvegarde, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement automatiser un maximum de choses de manière à être sûr d'avoir tout le temps la même configuration, quelles que soient les instances que l'on utilise. On va faire attention à plusieurs choses. On va faire attention à la localisation. Il est absolument interdit de stocker les backups sur le même volume que vos données ou que vos journaux de transaction. Pourquoi? Parce que si c'est ce volume-là qui a un souci, vous avez non seulement perdu la base de données, mais vous avez aussi perdu les backups. Donc, il faut absolument que les backups soient stockés sur du stockage distant, sur un stockage complètement différent, d'où la fameuse règle que l'on essaie de respecter au niveau des backups, la règle des 3, 2, 1, 3 au minimum, 3 backups, 3 backups de la base de données sur 2 médias complètement distincts et un externalisé. Ce sont vraiment des règles absolument basiques qu'il faut respecter. En plus de cela, on va tout simplement mettre en place la notion de RPO et de RTO, Recovery Point Objective et Recovery Time Objective. Mais ça, c'est vraiment le business qui doit fixer ce genre de règles-là. Nous, d'un point de vue base de données, on va tout simplement essayer de respecter ces contraintes-là. Alors, les plans de maintenance version Microsoft, Ariane en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est relativement fastidieux à mettre en place. On n'a pas accès à toutes les options au niveau du backup, typiquement. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très, très utilisé. Je vais dire ça comme ça, tout simplement parce qu'on ne peut pas porter un plan de maintenance d'un serveur A à un serveur B. On est obligé de refaire un certain nombre de choses. C'est une perte de temps. C'est très, très difficile à automatiser en termes de déploiement. Donc, aujourd'hui, je vais dire que la grosse majorité, l'immense majorité des serveurs va utiliser une solution de maintenance, typiquement Ola Lundgren, mais il en existe d'autres que vous pouvez récupérer effectivement sur Internet. Vous pouvez aussi faire les vôtres, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Et votre solution de maintenance va devoir s'occuper finalement des sauvegardes de bases de données, des tests d'intégrité, s'assurer que vos bases de données sont intègres, qu'il n'y a pas d'erreur de lecture physique disque, et de tout ce qui est gestion des index, donc la défragmentation, l'update des stats, comme ça a été abordé précédemment et dans la session de David sur la matinée. Donc, cette partie sauvegarde et plus globalement la partie maintenance d'une base de données, ça fait partie finalement de ce que vous devez absolument mettre en place. Alors, on peut trouver ça relativement fastidieux, mais une fois qu'on essaye de s'équiper de quelques scripts de type PowerShell, alors pour ma part, je travaille énormément en PowerShell, c'est quelque chose qui finalement va vous paraître relativement simple. Donc, je vous propose de passer directement à une petite démonstration. Les scripts, encore une fois, vous pourrez les récupérer, ne vous inquiétez pas, s'il y a des moments où je passe relativement vite. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser une machine virtuelle avec une instance SQL Server que j'ai préparée, qui est une instance qui est totalement vierge. Il n'y a absolument rien dessus d'un point de vue configuration. Donc, je vais préparer un certain nombre de variables, le nom de mon instance. Je me prépare une petite base de données que je vais appeler underscore DBA. Et ensuite, je vais avoir cette notion de rétention pour mes backups. Je vais me connecter ensuite sur mon instance SQL. Si tout va bien, mon instance doit être joignable. Si tout va bien, voilà. Donc, je suis bien sur une instance SQL Server 2019 en édition développeur ou enterprise, donc développeur. Et ensuite, je vais tout simplement, parce que j'ai décidé de le faire, créer une base de données que j'appelle underscore DBA. Cette base de données va tout simplement me permettre de stocker des procédures stockées, des tables qui seront finalement à dessein de l'administrateur. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement en fait aller intégrer dans cette base de données la solution de maintenance de Ola Lundgren. Donc, au travers des DBA Tools, donc c'est une bibliothèque PowerShell extrêmement pratique à utiliser, je vais installer, je vais configurer de manière quasiment automatique toute ma stratégie de sauvegarde, de gestion des index et de gestion de l'intégrité de mes bases de données. Si je regarde le backup, l'emplacement par défaut de mes backups, je vois que pour l'instant, mes backups sont sur le volume C. On est d'accord, ce n'est pas quelque chose d'idéal. Donc, ce que je choisis, c'est tout simplement d'avoir un répertoire qui s'appelle backup sur un répertoire partagé sur une machine qui s'appelle formation. C'est tout simplement la machine que j'utilise ici pour faire cette présentation-là. Et donc, je vais tout simplement changer l'emplacement par défaut de mes backups au niveau de mon instance. On est bien d'accord, ça a été modifié. Et je vais tout simplement installer la solution de maintenance de Ola Lundgren qui va de manière automatique me créer des jobs qui vont me permettre de faire tout ce qu'il y a à faire au niveau
de la gestion de mes bases de données. Donc, il n'y avait absolument rien au départ. Et là, je me retrouve avec des jobs de backup pour les bases de données système, des backups complets, différentiels et journaux de transactions pour mes bases de données utilisateurs, les tests d'intégrité, l'index optimize, toutes les purges d'historique. J'ai tout qui est prêt. La seule chose que Ola Lundgren finalement ne peut pas décider à votre place, c'est la partie planification. Quand est-ce que je vais planifier ces jobs-là? Comment est-ce que je vais les enchaîner? Et c'est pour ça finalement que toute la suite du script PowerShell va être assez intéressante. C'est que de manière extrêmement simple, on va pouvoir finalement créer nos propres jobs qui vont appeler les jobs de Ola Lundgren et les enchaîner de manière... Alors, la problématique, c'est qu'il va falloir les enchaîner de manière synchrone parce que par défaut, quand un job SQL appelle d'autres jobs SQL, cet appel est totalement asynchrone. Autrement dit, je me retrouverai à faire le backup en même temps que sont exécutés les tests d'intégrité et en même temps, finalement, de manière synchrone avec la partie index optimize. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on introduit une procédure stockée qui va me permettre de rendre synchrone l'appel des différents jobs, les différentes steps, pardon, d'un job. Christophe, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, peut-être qu'il y a du débit, c'est assez flou. En fait, je ne sais pas si tu peux régler ça, mais peut-être agrandir déjà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de flou et. En fait, c'est flou, mais je pense que c'est le débit. Je sais pas si en coupant ta caméra, ça ira mieux. Mais... Je peux couper ma caméra un tout petit peu, il n'y a pas de souci, on verra ce que ça donne. Ouais. Ça va, bon, de toute manière, les scripts, vous pourrez les récupérer, mais effectivement, comme je scrolle vite, il y a des chances que ce soit dû aussi à ça. Donc, je viens de créer ma procédure stockée qui en fait se retrouve sur Internet, sur le site MS SQL Tips. Cette procédure stockée qui permet de rendre les différents steps d'un job synchrone. Toute la suite du script, c'est ni plus ni moins que le fait de créer mes propres jobs, typiquement du housekeeping, du backup log, du backup diff et du backup full. Et ensuite, tout va se faire. Donc, je vais tout simplement récupérer l'intégralité de tout le script. Vous pourrez le regarder en détail en le téléchargeant sur mon GitHub. Et finalement, en 1 seconde, en 2 secondes, au niveau de l'instance SQL, d'autres jobs sont apparus, préfixés _ DBA. Un premier job qui va faire le housekeeping. Et ce job, j'ai décidé de le planifier tous les jours à minuit et 1 seconde. Ce job-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement effectuer le recyclage du error log. Je vais effectuer les purges dans les tables command log, le output file cleanup, les historiques de job et de backup. Je purge les emails à plus de 30 jours. Je fais mon test d'intégrité des bases système ainsi que les backups full de mes bases système. Ensuite, parce que je l'ai décidé comme ça, je vais faire 1 fois par semaine le full. Et quand je fais le full, je fais quoi? Je vais faire du test d'intégrité, de l'index optimize et du database backup. Ensuite, tous les autres jours de la semaine, ça c'était le dimanche, tous les autres jours de la semaine, je vais tout simplement faire du test d'intégrité, de l'index optimize et du backup différentiel. Et ensuite, toutes les demi-heures, à 15 et 45 de chaque heure, je vais effectuer les backup logs pour mes bases système et mes bases utilisateurs. Je ne peux pas dire que cette configuration-là, d'un point de vue plan de maintenance, soit parfaite, mais en tout cas, elle correspond très largement à 95, voire 98, 99% des serveurs SQL. On a peut-être besoin de modifier les horaires. On va peut-être avoir besoin de, de changer, peut-être de dire je n'ai pas le temps dans la semaine, ma fenêtre de maintenance n'est pas suffisante dans la semaine pour effectuer à la fois le test d'intégrité et à la fois l'index optimize. Donc, je vais changer cette partie-là. Mais en tout cas, on sait que, allez, en 1 seconde, le temps de l'exécution d'un script, on a quelque chose qui va vraiment être clean d'un point de vue configuration de la maintenance du serveur SQL. Donc, on pourrait très bien, par exemple, lancer le housekeeping qui va lancer les X étapes les unes derrière les autres. On va le laisser s'exécuter, on reviendra dessus éventuellement tout à l'heure. Donc, je ne peux pas dire que ce soit parfait, mais clairement, le fait d'utiliser un script PowerShell qui va me configurer l'intégralité de mon plan de maintenance, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. La problématique que l'on va surtout avoir, finalement, si on
se préoccupe spécifiquement de la partie historique, c'est que au niveau d'SQL Server, que ce soit dans la partie error log ou que ce soit dans la base de données MSDB, l'historique que l'on vous propose par défaut n'est absolument pas suffisant. Les fichiers error log, par défaut, vous avez un fichier courant et vous avez 6 fichiers en termes d'historique. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas suffisant. Alors déjà, la première chose, c'est que le recyclage qui est effectué par défaut n'est lié qu'au redémarrage du service SQL. Or, si vous redémarrez, comme moi, votre serveur SQL peut-être tous les 6 mois, tous les ans, vous allez avoir un fichier error log qui va contenir énormément d'informations. Il va absolument être illisible et inutilisable parce que beaucoup trop gros. Donc, en fait, ce qu'il va falloir planifier, c'est tout simplement, et c'est ce que j'ai fait moi dans mes jobs, il va tout simplement falloir planifier ici un cycle error log de manière fréquente. Alors moi, j'ai choisi de le faire tous les jours. Tous les jours, j'ai un nouveau fichier error log. Mais si j'ai tous les jours un nouveau fichier error log, j'ai choisi également d'augmenter la rétention au maximum autorisé côté SQL Server, à savoir 99 fichiers. Ça ne veut pas dire que ces fichiers-là ne doivent pas être sauvegardés pour garder un historique supérieur. Vous pouvez très bien le mettre en place. Mais c'est la manière dont moi je fonctionne. J'ai au moins 100 jours d'historique dans mes fichiers error log. Côté MSDB, l'historique des jobs par défaut au niveau de l'agent n'est vraiment pas suffisant. Donc encore une fois, quand on commence à garder au départ 1000 historiques de jobs, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas suffisant du tout. Si je regarde la configuration de mon agent SQL, la configuration par défaut au niveau de l'historique, c'est pour un job sans exécution et pour l'intégralité de mes jobs, 1000 exécutions. Encore une fois, ce n'est vraiment pas suffisant. Donc, soit on décide ici de décocher la case de limite de taille, et dans ce cas, on va en mettre jusqu'à ce que nous, on décide de purger, ou bien je m'appuie sur une histoire de temps, je vais supprimer les historiques plus vieux que X jours, X semaines, ou bien on peut prendre ceinture et bretelles, et dans ce cas, on va positionner une valeur maximale au niveau de l'agent, et en plus de ça, on va profiter, je dirais, de l'agent SQL pour effectuer nos propres purges en plus. Comme ça, on a ceinture, bretelles, parachute, airbag, etc. Donc, les historiques tels qu'ils sont gérés dans SQL Server ne sont absolument pas bons, absolument pas corrects. De la même manière, vous avez une session de X-Event qui s'appelle Systemls, qui est créée par défaut sur SQL Server. Alors, c'est quelque chose qui est vieux, ça existe depuis SQL Server 2008, mais on a une interface graphique depuis SQL Server 2012. Ce Systemls va me gérer les événements les plus importants au niveau de mon instance. Qu'est-ce qui se passe qui est vraiment notable? Typiquement, les deadlocks. Les deadlocks sont enregistrés dans le Systemls, mais je vais aussi avoir des erreurs. Je vais vraiment avoir des choses importantes. Encore une fois, le Systemls, c'est très bien qu'il soit là, mais par défaut, j'ai une rétention de 20 mégaoctets. Et quand vous avez des serveurs qui sont extrêmement actifs, c'est quelque chose qui n'est absolument pas suffisant. Donc l'idée, c'est tout simplement de changer cette rétention et en plus de supprimer de cet X-Event des événements qui font beaucoup de bruit et qui ne vous serviront jamais d'un point de vue du troubleshooting. Je pense typiquement à l'événement Security Error Ring Buffer Recorded. Cet événement-là ne vous servira jamais en termes de troubleshooting. Donc, supprimez-le de votre Systemls. Et profitez-en pour augmenter la rétention au niveau de votre Systemls. Moi, je suis parti ici sur 20 fichiers de 25 mégas. Mais si vous voulez doubler 20 fichiers de 50 mégas, il n'y a aucun souci. Tant que vous avez la place sur le disque, gardez de l'historique, ça pourra réellement vous servir d'un point de vue du troubleshooting. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue PowerShell? D'un point de vue PowerShell, encore une fois, vous pourrez récupérer le script. D'un point de vue PowerShell, encore une fois, je vais me connecter sur mon instance SQL et au travers de simples commandes PowerShell DBA Tools, je vais configurer ici mon nombre de fichiers error log à 99 et je vais changer l'historique maximum au niveau de la rétention de mon agent SQL Server à 1 million. 999 999 étant la valeur maximale autorisée au niveau du paramétrage.
Une fois que c'est fait, je m'attaque, comme je vous l'ai montré, à ma session de X-Event. Donc, typiquement, je vais stopper ma session de X-Event. Je supprime le target de type event file, donc je vais supprimer le lien avec les fichiers et je vais rajouter de nouveau mon target de type event file. Une fois que c'est fait, je redémarre ma session de X-Event. Si vous avez du Always On, c'est exactement la même chose. Always On Availability Group, vous avez encore une fois des historiques. Les historiques ne sont pas suffisants, on va dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à modifier d'entrée la configuration de votre système, de votre Always On Else, de manière à, si un jour vous passez en production avec, être prêt à troubleshooter une fois que cette session-là d'événement sera démarrée. Donc, c'est extrêmement simple de configurer SQL Server. Vous avez des petits scripts SQL, vous les enchaînez et vous êtes correct d'un point de vue de, je dirais, de la configuration. D'un point de vue sécurité, alors déjà, au niveau du error log, on va stocker par défaut les login fails. Sauf que je vous ai quand même dit que d'un point de vue informations qui sont présentes dans le fichier error log, donc les fichiers error log sont présents ici dans Management Studio, mais quand on regarde la configuration de SQL Server, on se rend compte que d'un point de vue sécurité, j'ai ici failed login only, c'est-à-dire qu'en fait, on va enregistrer le fait qu'un login n'a pas abouti pour X raisons. Alors, ça va enregistrer effectivement dans le fichier error log. Et si vous avez un fichier error log avec énormément d'informations, peut-être que des login fails vont passer inaperçus. Et peut-être que vous passerez à côté d'une attaque de force brute sur votre compte ESA ou n'importe lequel, peu importe. Donc, enregistrer finalement le login fail dans le error log, à mon sens, n'est quelque chose qui n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez, au travers de Management Studio ou au travers de Script PowerShell, utiliser soit des audits, soit du X-Event pour justement enregistrer ces informations-là de login failed, par exemple. La notion d'audit a réellement été créée dans ce but-là, dans le but d'auditer ce qui se passe dans SQL Server. Et donc, on va pouvoir auditer le fait qu'il y a des login failed, tout comme on pourrait aussi auditer le fait que telle personne a accédé à telle table en lecture tel jour à telle heure, dans le but de tracer les accès à des ressources que l'on souhaite protéger. On peut le faire au travers de l'audit, mais on peut aussi le faire au travers de X-Event. Donc, je peux créer ma propre session de X-Event qui va enregistrer les événements à l'intérieur, tout simplement, d'un fichier, parce que ça restera un fichier, je veux le conserver à demeure sur disque, je ne vais pas le créer dans la mémoire en ring buffer. Et donc, on pourra requêter, que ce soit de l'audit ou du X-Event, au travers de simples requêtes SQL pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé, qui a essayé de se connecter. Alors que la partie error log, le fichier error log, c'est un fichier texte sur disque, c'est beaucoup moins pratique, je dirais, d'aller lire les informations, même s'il y a des procédures stockées qui sont faites pour ça. C'est quand même beaucoup moins facile d'aller lire les informations qui sont dans le error log par rapport à ce que l'on peut faire avec de l'audit ou du X-Event. Et donc, ce que je vous propose, encore une fois, c'est tout simplement, au travers d'un script PowerShell, de configurer SQL Server justement pour enregistrer ces login fails typiquement dans de l'audit, du serveur audit, soit dans du X-Event. Alors là, j'ai fait les deux en démonstration. J'aurais tendance à dire, faites votre choix, celui qui vous convient le mieux, le plus. Donc, ne laissez pas les deux, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si j'enregistre mes login failed sur de l'audit ou du X-Event, je le désactive de la partie error log. Ça n'a pas d'intérêt de le laisser en double, à mon sens. Et donc, je peux créer ici un serveur audit. Alors, souvenez-vous, le serveur audit, c'est le fait d'enregistrer où est-ce que je vais enregistrer mon audit. C'est le réceptacle. Ensuite, il va y avoir le serveur audit specification. Qu'est-ce que je veux réellement enregistrer? Et je veux enregistrer quoi? Je veux enregistrer les login failed, les erreurs d'authentification au niveau de la base et les personnes qui potentiellement changent de password. Parce qu'imaginez que quelqu'un ait réussi à craquer votre mot de passe, allez, soyons fous, de SA par exemple, et qu'il s'amuse à le changer de manière à ce que lui en soit propriétaire, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de tracer. Donc,
n'hésitez pas à utiliser ces deux événements-là. Donc, je vais tout simplement exécuter ces requêtes-là. Et si je reviens sur Management Studio, quand je vais dans Security Audit, je retrouve ici l'audit, le réceptacle, et la spécification d'audit qui enregistre les login fails. Si vous préférez, et c'est votre choix, utiliser du X-Event traditionnel, vous avez des événements de type Error Reported. Et sur la partie Error Reported, on va, alors là c'était des erreurs classiques, pardon, on va pouvoir ajouter, non, c'est bon, c'est le bon Error Reported, avec l'erreur 18456. C'est vraiment l'erreur spécifique login fail. Et je vous le montrerai tout à l'heure. L'erreur 18456, c'est vraiment l'erreur que vous devez tracer, que vous devez suivre au niveau de votre serveur SQL. Donc, je crée ma session de X-Event, que l'on retrouve côté Management Studio, X-Event, je rafraîchis mes sessions. J'ai ici ma session de type Login Failed. Je peux faire un Watch Live Data, comme ça je vais directement recevoir les événements. Tout comme au niveau de mon audit, je vais visualiser mon audit. Alors, je vois juste que mon audit, en fait, il a commencé. C'est juste l'événement comme quoi j'ai débuté la collecte d'informations. Pour l'instant, il n'y a rien de spécifique. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'amuser à faire des connexions vers SQL Server avec, dans un premier temps, un login qui n'existe pas. D'accord? Donc, il n'existe pas de login sur mon instance qui s'appelle non-existing login. Autrement dit, quand j'essaye de me connecter, alors forcément, côté PowerShell, j'ai une erreur de type login failed. Mais quand je reviens côté SQL Server, dans mon audit, refresh, j'ai ici la notion de login failed qui est apparue. Et le login fail m'indique un certain nombre de choses, à savoir à quelle heure est intervenu l'événement, mais je vais aussi avoir des informations sur le login qui a essayé de se connecter et quelle est la raison pour laquelle le login a échoué. Dans ce cas-là, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de login correspondant au niveau de l'instance, au niveau de serveur principal. On a des informations qui pourraient vous être utiles d'un point de vue débugage, à savoir quelle est la machine client qui a essayé de se connecter, quel est le nom de l'applicatif. Donc, si vous voyez une adresse IP qui ne correspond pas forcément à votre sous-réseau, vous pouvez vous poser réellement des questions sur le fait qu'on essaye de vous attaquer, tout simplement. Donc, ça fait partie des informations qui seront présentes dans la partie audit. De la même manière, si je reprends Management Studio, je retrouve ici mon erreur qui est apparue dans le X-Event. Et côté X-Event, je vais retrouver exactement les mêmes informations, à savoir qu'il s'agit d'un login failed avec telle adresse IP, tel login et telle raison pour laquelle la connexion n'a pas pu se faire. On retrouve le numéro d'erreur 18456, mais surtout, on retrouve cette notion de state qui va être importante. On va le voir dans un petit slide dans un instant. Donc, enregistrer ce genre d'informations, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. De savoir qui se connecte à vos environnements. Aujourd'hui, le vol de données, c'est quelque chose qui est vraiment pris de plus en plus au sérieux. Donc, faites attention à qui se connecte sur vos environnements. Remote DAC. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette notion de DAC et de Remote DAC. Le DAC, la connexion dédiée à administrateur, c'est quelque chose, finalement, c'est une connexion, c'est un moyen privilégié de me connecter à SQL Server qui sera valable en cas de problème. C'est comme si j'avais une porte dérobée, une backdoor qui me permette de rentrer finalement dans mon SQL Server alors qu'il est à 100% de CPU, par exemple. Alors, qu'est-ce qui pourrait générer? Vous avez votre serveur à 100% de CPU. Quand vous essayez de vous connecter, votre process qui va se connecter à SQL Server va rentrer sur un des schedulers de SQL. Et le fait de rentrer dans un des schedulers fait que l'on va rentrer dans des files d'attente. Et si la file d'attente est trop longue, on pourrait très bien avoir un login timeout.
Et donc, en tant qu'admin, vous ne pourrez plus vous connecter à SQL Server, ce qui est quand même un tout petit peu dommage. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir une backdoor, une porte dérobée, la connexion dédiée à administrateur, va vous permettre de passer outre les files d'attente parce que vous allez avoir votre propre file d'attente qui va vous permettre de vous connecter à SQL Server comme si de rien n'était, même si vous êtes à 100% de CPU, même s'il y a un logon trigger qui vous empêche théoriquement de vous connecter. Par défaut, le DAC, la connexion dédiée administrateur, est ouverte en local sur votre serveur, ce qui veut dire que vous devez ouvrir un RDP sur votre serveur SQL et ensuite utiliser la connexion admin 2 points. Ah oui, mais ouvrir un RDP sur un serveur qui a 100% de CPU, c'est pas gagné. D'où l'utilité d'ouvrir le remote DAC, c'est-à-dire d'autoriser cette connexion à distance, la connexion à distance sur ce canal privilégié de DAC. Et ça, par contre, c'est à vous de le faire. Et je vous conseille de le faire dès le démarrage, dès l'installation de votre serveur, de manière à être prêt plus tard à, je dirais, à troubleshooter vos problématiques. Donc, pour configurer du remote DAC, ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, on va se connecter à l'instance SQL. Et ensuite, on va tout simplement activer le remote DAC. Une fois que mon remote DAC est activé, il va me manquer une chose. C'est que si, et je vous suggère de laisser vos firewalls actifs sur le serveur SQL, donc si votre firewall est actif sur le serveur SQL, vous devez absolument ouvrir le port TCP, en l'occurrence TCP 1434, de manière à autoriser la connexion distante. Sinon, vous êtes bloqué par le firewall de votre serveur SQL. Donc là, j'ai ouvert une session distante PowerShell sur mon serveur SQL. J'ai passé une règle firewall qui m'autorise le port TCP 1434. Je reviens sur ma machine. Et une fois que c'est fait, pour montrer un tout petit peu qu'est-ce qui pourrait, je dirais, générer un problème, je vais tout simplement m'amuser à faire un logon trigger totalement stupide. Ce logon trigger va me faire un rollback. Autrement dit, dès que quelqu'un essaie de se connecter, ah, c'est dommage, on se fait éjecter de SQL Server. Plus personne ne peut se connecter à SQL Server, y compris un sysadmin. Je suis sysadmin avec mon compte. Si j'essaye, coucou, voilà. Si j'essaye de faire une nouvelle requête, désolé, impossible de se connecter. Logon failed due to logon trigger execution. Je ne peux pas me connecter à SQL Server. Pourquoi? Parce qu'il y a un logon trigger qui m'interdit de me connecter. Et donc, tant que je n'utilise pas la connexion dédiée administrateur, je ne pourrai pas me connecter à SQL. Si j'utilise la connexion dédiée administrateur, ça fonctionne. Je suis dans SQL Server. Et je peux le prouver en tapant une requête. Il m'en faut 2 arrobas. Et donc, le fait d'utiliser la connexion admin 2 points m'a permis de re-rentrer dans mon SQL Server alors que j'interdisais à quiconque de le faire. Donc, le jour où vous avez un logon trigger qui, vous avez fait une petite erreur de codage à l'intérieur, une des manières relativement simples, c'est de corriger le problème, c'est d'utiliser la connexion dédiée administrateur. Donc, je peux dropper mon trigger et à partir de là, toutes les connexions traditionnelles, je n'ai plus le admin 2 points, toutes les connexions traditionnelles vont de nouveau fonctionner. Donc, la connexion dédiée administrateur, c'est quelque chose qui peut vous, alors je vais dire vous sauver la vie quand vous avez des petits problèmes de charge de CPU sur votre serveur SQL ou quand vous avez des logon triggers qui ne sont pas tout à fait bien codés. On va dire ça comme ça. Je vous ai parlé tout à l'heure, je fais une petite pause boisson, je vous ai parlé tout à l'heure du state, vous avez le code d'erreur et vous avez ensuite le state. Et vous pouvez le télécharger, vous aurez directement le lien au niveau des slides. J'avais créé il y a quelques années un petit diagramme de troubleshooting de connexion à SQL Server qui reprend un certain nombre d'étapes. Alors, c'est un document qui est assez gros, c'est pour ça que là, il apparaît de manière un petit peu bizarre au niveau du rendu d'un PowerPoint. Mais quand vous récupérez ce fichier, que vous le téléchargerez, vous verrez qu'il y a ici tous les states et à chacun des states correspond une topologie d'erreurs de connexion au SQL Server. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à SQL Server,
Vous suivez ce diagramme de résolution. En règle générale, ça vous solutionnera votre problème. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit email parce que ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont les cas que je n'ai pas couverts au niveau de ce petit diagramme-là. Donc, le fichier sera disponible en téléchargement. Autre problème que vous pouvez rencontrer, ce sont des problématiques liées au verrouillage. Problématiques de performance, problématiques liées au verrouillage dans SQL Server. Alors, c'est vrai que historiquement, SQL Server est connu comme étant un système qui verrouille énormément. Alors, probablement parce que les gens étaient habitués dans les années 2000 à avoir du Oracle, et Oracle utilisait déjà le versionning. Mais dans SQL Server, le versionning, finalement, est arrivé un tout petit peu plus tard. Il a vraiment fallu attendre SQL Server 2005 et le Read Committed Snapshot Isolation pour que le versionning soit réellement utilisé. Et pour autant, même aujourd'hui, après 15 ans de présence du versionning dans SQL Server, j'ai des clients qui ont énormément de problèmes de verrouillage et qui ne connaissent même pas cette fonctionnalité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, qui est accroché à SQL Server, cette, comment dire ça, cette prévalence à être un système qui verrouille beaucoup. Alors que si on verrouille, à la base, c'est tout simplement pour maintenir le côté acide, atomicité, consistance, isolation et durabilité d'une transaction. Autrement dit, c'est vous, c'est le développeur, c'est ce qu'a écrit le développeur qui va générer du verrouillage. Alors toute la question, c'est comment est-ce que l'on fait pour préparer SQL Server à troubleshooter des problématiques liées au verrouillage. La première chose que je vous suggère, c'est d'installer une procédure stockée qui s'appelle SP-WizActive, qui a été développée par un confrère qui s'appelle Adam Machanic, qui a été très longtemps MVP sur SQL Server, qui aujourd'hui fait d'autres bases de données, donc il a perdu son titre malheureusement, mais il mérite amplement de revenir dans la communauté des MVP, qui est également certifié master sur SQL Server. Cette procédure stockée, c'est vraiment un petit bijou parce que finalement, si vous êtes habitué à manipuler des DMV, des DMF, comme DM exec session, DM exec request, DM exec connexion, DM tranlocks avec les cross supply sur DM exec SQL text, DM exec query plans. Cette procédure stockée-là fait tout pour vous et elle va vous renvoyer les informations en fonction des paramètres que vous allez lui donner. Donc, plutôt que d'écrire, voire de réécrire vos requêtes à base de exec request, etc., cette procédure stockée-là va directement vous fournir un résultat de manière très, très rapide. Donc, c'est vraiment du must-have pour troubleshooter des problématiques liées à la performance dans SQL Server. L'autre chose que je vous suggère de faire, c'est encore une fois de travailler avec du X-Event. Le X-Event, c'est quand même quelque chose qui a été demandé par le support Microsoft, les gens que vous appelez en cas de problème, qui a été demandé par le support SQL aux équipes d'engineering de SQL en disant, à l'époque de la sortie de SQL Server 2005, vous êtes gentil, mais avec SQL Server 2005, on a franchi un palier, un cap dans la performance de SQL Server, dans la taille des bases de données, dans la complexité du produit. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais troubleshooter du SQL Server avec du profiler et l'API SQL Trace, c'est quelque chose qui n'est plus possible d'un point de vue de la performance, d'un point de vue de la dégradation de performance que cela implique. Autrement dit, c'est donc le support qui a demandé à l'engineering de développer un nouveau système de traces dans SQL Server, d'où le X-Event. Et le X-Event est beaucoup plus léger, donc utilisez-le. Utilisez le X-Event à la place du profiler. Et donc, on a vu qu'on avait déjà le système qui existait dans SQL Server. Donc, ce que moi, je vous suggère, c'est tout simplement de créer vos propres sessions. Et dans vos propres sessions, c'est tout simplement de mettre, par exemple, un événement de type Blocked Process Report. Je veux être averti dès qu'une requête est bloquée par une autre requête un certain temps. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Je veux être prévenu, je veux avoir une notification, je veux que ce soit écrit quelque part. Dès qu'il y a du lock timeout, dès que j'ai des lock wait qui restent très longtemps, dès que j'ai des requêtes, que ce soit des procédures stockées ou des batch requests, je veux absolument que ce soit notifié, que ce soit écrit que telle requête est consommée plus de X millisecondes. Et on peut revenir encore une fois sur cette notion de deadlock qui est présente dans le système Else et que je vais, moi, déplacer dans cette session que je déploie systématiquement sur toutes mes instances SQL.
Alors oui, je ne peux pas vous cacher que ça va consommer un tout petit peu de ressources, mais je préfère consommer ce petit surplus de ressources et avoir tout ce qu'il faut pour troubleshooter une problématique de performance. Parce qu'en général, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils arrivent le matin à 9 h, ils vous serrent la main. Alors, à l'époque du Covid, pas trop, mais ils viennent vous voir et disent « Oh, mais au fait, hier après-midi, il n'y a pas eu un problème ?» Hier après-midi, mais comment est-ce que je fais pour remonter à hier après-midi? Si vous avez cette session de X-Event, ce sera extrêmement simple. Donc, mettre en place une session de X-Event, encore une fois, pour ma part, je travaille en PowerShell, mais vous pouvez tout à fait le faire via du Transact SQL. Donc, première chose, on installe la procédure stockée de Adam Mechanic ou IsActive. Alors, moi, je l'installe dans ma base de données DBA, mais vous pouvez la mettre dans une autre base de données si vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, je vais configurer mon seuil de détection du verrouillage des process bloqués. Alors moi, ici, je le mets à 1 seconde, mais dans la vraie vie, on pourrait très bien être à 5 secondes ou 10 secondes, tout simplement pour lever l'événement. En fait, il y a le fait de capturer l'événement, mais il y a aussi le fait de lever l'événement. Et si vous ne configurez pas SQL Server pour lever l'événement au-delà d'un certain temps, jamais vous ne vous apercevrez qu'il y a une problématique de Blocked Process Report. C'est quelque chose que vous pouvez également configurer directement dans SQL Server ici, au niveau de Blocked Process Report. Peu importe la manière dont vous allez le configurer, l'important c'est vraiment de le faire. Et une fois que vous avez configuré, vous pouvez créer votre session de X-Event de manière à enregistrer ce que moi je considère des événements extrêmement importants pour la performance. Le Blocked Process Report. Ensuite, je vais avoir toute la partie verrouillage, le RPC Completed et le Batch Completed pour des requêtes qui durent plus de 250 millisecondes. Si 250 millisecondes, ça ne vous voit pas, vous pouvez changer cette valeur-là. Et ensuite, j'ai ici mon XML Deadlock Report. Et à partir du moment où j'ai créé cette session d'événements-là, finalement, je sais que je peux dormir tranquille parce qu'il y a quelque chose qui va enregistrer dans SQL Server les requêtes qui vont prendre un certain temps ou des requêtes qui sont bloquées par d'autres requêtes. Si vous avez mis votre XML Deadlock Report dans votre session à vous, la question peut se poser de l'enlever de SystemEls. Là, c'est vous qui voyez. Il y a tout un tas d'autres événements que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. On est peut-être là plus dans un troubleshooting deuxième niveau que premier niveau. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en commentaire. Et donc, on va s'amuser un tout petit peu à faire, on va générer du verrouillage tout simplement. Donc, pour info, il te reste un quart d'heure. On est à l'aise, 1h15 de reste, c'est bon. Allez, go, go, go. Sur une première session, je vais tout simplement ici commencer une première transaction que je ne termine pas. Autrement dit, les verrous vont rester actifs. Donc, sur ma première session, je lance un update sur ma table production.product pour le produit 722. D'accord? Là, la requête, entre guillemets, est terminée, mais la transaction est restée ouverte sur le produit 722. Dans une seconde session, je vais effectuer un autre update dans une autre transaction explicite sur un autre produit. Autrement dit, il n'y a pas de conflit entre ces deux requêtes-là. Absolument pas de problème. Les deux requêtes se sont bien exécutées, mais pour autant, les verrous restent posés sur ces enregistrements-là. On est bien d'accord. Je reviens sur la session numéro 1 et je lance un update sur le produit 512 qui est en cours de modification par la session numéro 2, puisque la session numéro 2 n'a pas terminé sa transaction. Et donc, logiquement, c'est un résultat qui est parfaitement attendu, étant donné qu'il s'agit d'un update, parce que même si vous avez le read committed snapshot isolation, l'update, lui, reste toujours sérialisé, enfin, les opérations d'écriture restent sérialisées. Et donc, de manière totalement attendue, ma session numéro 1 ne peut pas passer son update. Et donc là, forcément, derrière les ordinateurs, il y a tout le monde qui est en train de s'affoler. Oh là là, on est bloqué, qu'est-ce qui se passe, etc. En tant que DBA, si vous avez mis en place votre Blocked Process Report, vous voyez ici, toutes les secondes, un événement qui est en train d'arriver et qui vous dit « Attention, en fait, on a un problème ». Et effectivement, si j'ouvre mon Blocked Process Report,
je vais retrouver des informations extrêmement intéressantes. Je vais avoir la notion de blocked process et de blocking process. Je vais avoir à la fois la personne, la requête, la transaction qui est bloquée, mais j'aurai aussi les informations du bloquant, du bloqueur. Donc, qui est-ce qui bloque? La transaction session numéro 2 sur le produit 512, c'est elle qui est à l'origine du blocage. Et je vois ici qu'elle est sleeping, c'est-à-dire qu'en fait, SQL Server attend des informations de la part du client, entre guillemets. C'est le client qui tarde soit à clôturer sa transaction, soit à envoyer la suite de la transaction. Je connais le speed, donc je vois le run count, je vois des dates et heures. Ce qui est intéressant, c'est que je retrouve le client app name, donc quel est le nom de l'applicatif, depuis quelle machine ça a été lancé, quel était le numéro du processus sur la machine client, quelle est la personne qui a lancé cette commande-là, et à propos de la commande, on a ici le texte de la requête en question. Alors, il est possible que vous n'ayez pas tout. Si votre requête est une requête extrêmement longue, vous n'aurez pas l'intégralité de la requête. Je crois que c'est au-delà de 4000 caractères de mémoire. Vous avez la base de données, vous avez des informations relatives au verrouillage. Maintenant, cette requête-là a bloqué qui? Elle a bloqué l'autre session. Donc, c'est exactement le même update, mais c'est le même update pour un autre utilisateur. Donc, je retrouve encore une fois des informations sur le session ID, le speed, des dates et heures, mon client app name, mon hostname, alors pour le coup c'est le même, mon host process ID, mon login name. Donc, je sais encore une fois quel est l'applicatif qui est bloqué, sur quelle machine, quel utilisateur et quelle requête. Et si ça ne vous suffit pas, imaginez que vous n'arriviez pas encore à savoir sur quel enregistrement le verrouillage, enfin en tout cas, quel enregistrement vous pose les problématiques de verrouillage. Absolument tout est présent ici. Cette information que vous avez dans la key vous donne toutes les informations, à savoir la base de données numéro 10. La base de données numéro 10, c'est ma base de données AdventureWorks. Vous avez ici le heap Orbitry ID. Finalement, c'est, je vais simplifier, mais je veux dire la table, l'objet sur lequel est posé le verrou. Et ensuite, vous avez ici l'enregistrement. Alors, ce n'est pas sa clé primaire. C'est finalement une information hachée de l'enregistrement qui est censée être unique côté SQL Server. Et ce genre de choses, vous pouvez absolument savoir en tout cas, à quel enregistrement ça correspond. Tout simplement, c'est quelque chose que je vous ai mis dans la suite des démos. Alors, je vais canceller ici ma transaction parce qu'elle n'a toujours pas abouti. Je vais faire un petit rollback de ce côté. Hop, rollback. Et donc, si je voulais débugger un tout petit peu, je vais rechercher mon heap Orbitry ID qui est présent dans le fichier XML. J'exécute, je vois que c'est la table production.product. Et ensuite, j'avais ici, je pense que c'était celui-là, non, c'est le D9. J'avais donc le D9. Le D9, c'est l'enregistrement en question. Et quand j'utilise une petite fonction magique dans SQL Server, physlog formateur, je sais que mon enregistrement D9, c'est bien le product 512 de cette table. Donc, on sait exactement aller retrouver l'information. Et si on va fouiller dans la page 788, si je vais fouiller dans ma page 788, je vais retrouver un tout petit peu plus bas, hop là, le hash key value, la valeur hachée qui représente mon enregistrement, chose que je retrouvais dans la partie XML. Autrement dit, c'est extrêmement simple de troubleshooter des problématiques de blocked process report. Et si on prenait la version, je dirais, un petit peu plus complexe. Alors, je ne sais pas trop où j'en suis de mes rollbacks, donc je le fais au cas où. Voilà, rollback. Je recommence ma transaction, session numéro 1. Session numéro 2, je recommence ma transaction. Pour l'instant, pas de problème. Session numéro 1, j'arrive avec le Blocked Process Report. Et là, si je revisualisais mon X-Event, je reverrai encore une fois
mon blocked process report qui arrive. Mais si je boucle au travers d'un deadlock, c'est-à-dire que côté session numéro 2, je veux mettre à jour un enregistrement qui est déjà verrouillé par la session numéro 1, CTRL Z. Je mets à jour. Et là, SQL Server s'est rendu compte qu'il y avait une solution qui n'était, en tout cas qu'il y avait une situation qui n'avait pas de solution, à savoir deux sessions qui s'interbloquent l'une l'autre. Encore une fois, quand je regarde mon X-Event, il a bien enregistré un deadlock et on a le graphe du deadlock. Autrement dit, ça c'est quelque chose que vous êtes habitué à visualiser parce qu'on l'avait déjà dans le profiler. Mais encore une fois, on retrouve les requêtes SQL à chaque fois. On retrouve les éléments qui sont bloqués avec les verrous qui sont demandés ou qui sont déjà obtenus sur chacun de ces objets. Si je m'amuse à regarder la partie XML, encore une fois, qu'est-ce que je vais retrouver ici? Je vais retrouver les keys, donc mes wait ressources. Et donc, on retrouve ici les informations relatives aux deux enregistrements. Donc, encore une fois, au travers du X-Event, on va pouvoir enregistrer les deadlocks et les blocked process report qui vont énormément m'aider pour troubleshooter mes problématiques relatives aux performances. Allez, on enchaîne. Autre chose qui va vous aider à troubleshooter des problématiques, le Query Store. Nicolas a fait une session ce matin sur le Query Store. Parce qu'il reste 5 minutes. Ouais, parfait. Nicolas a fait une session sur le Query Store, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à troubleshooter des problématiques. C'est vraiment quelque chose qui est à utiliser de manière momentanée, sporadique. Ne laissez surtout pas des plans forcés à demeure, ça n'a absolument aucun intérêt. L'idée, comme le disait Nicolas, c'est vraiment de solutionner un problème parce que les gens vous appellent que tout est bloqué. OK, solution d'urgence, on applique, on force un plan, mais dans l'absolu, il n'y a absolument pas de raison de laisser à demeure des plans forcés. Essayez de trouver d'autres solutions en tout cas. Et donc, si vous n'avez pas vu les démos de Nicolas ce matin, ce que je vous propose d'un point de vue des démonstres, tu ne veux pas me faire un contrôle là? Non, il ne veut pas me faire un contrôle là. Pourquoi il ne veut pas me faire de contrôle là? Parce qu'il est peut-être passé en QWERTY. Pas être pratique si je suis passé en QWERTY. Oui, je suis passé en QWERTY. 2 secondes, voilà. CTRL A, CTRL C. On repart sur Management Studio. CTRL V. Et donc, en termes de démo, je vais juste créer une petite base de données. Dans cette base de données, je vais créer une table Customer. Cette table-là, je commence à la populer avec 100 000 enregistrements. Donc, quelque chose qui va relativement vite. Avec des new ID, donc des GUID complètement aléatoires au niveau des noms et des prénoms. Et ensuite, je rajoute 15 000 nouveaux utilisateurs, dont le prénom est Chris. Je vais créer un index sur cette fameuse colonne First Name. Je crée une procédure stockée qui va tout simplement me permettre de requêter cette table-là. Et je vais activer le Query Store au niveau de ma base. QS, Properties, Options, pardon, Query Store, je le mets en read-writer. Alors, je ne vais rien changer. Je vous laisse revenir sur la session de Nicolas sur toute la partie paramètres du Query Store. Et si j'exécute cette requête, cette procédure stockée, je n'ai pas de réponse, logiquement. Plan d'exécution, je fais un index seek et ensuite le key lookup parce que je ramène un select étoile. Il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas très, très grave. Je vide mon cache. Je relance l'exécution avec Chris. Notez qu'on avait un nested loop. Et cette fois-ci, je n'ai plus de nested loop, j'ai un cluster index scan. Autrement dit, le Query Optimizer a décrété que pour le paramètre Chris, il était préférable de lire l'intégralité de la table plutôt que d'utiliser l'index. Soit, mais quand maintenant je réexécute avec ABC, je garde le plan d'exécution version Chris. Pourquoi? Parce que c'est le fondement des procédures stockées. Le plan d'exécution est construit lors de la première exécution. Et ce que l'on voit, c'est que j'ai bien un paramètre de compile qui est à Chris, alors que j'ai un paramètre de runtime qui est à ABC.
Et là, on n'a pas le bon plan d'exécution, on est d'accord, parce que ABC devait faire un nested loop. À partir du moment où vous avez activé le Query Store, vous avez ici un certain nombre de rapports à disposition. Et on a les top resource consuming queries, par exemple. Et je vois ici que ma requête sur la table Customer a 2 plans d'exécution distincts. Un plan d'exécution à base de cluster index scan, qui coûte très cher, et un plan à base de nested loop qui coûte pas cher. Ben, je peux très bien forcer ce plan-là. Et à partir de maintenant, quand j'exécute ma procédure stockée, je me retrouve à avoir le plan d'exécution de ABC, en tout cas à base de nested loop. Le problème, c'est que c'est maintenant valable pour toutes les exécutions de ma procédure stockée. Et là, pour le coup, ce ne sera pas le bon plan d'exécution pour le paramètre CRIS. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur quelque chose qui est temporaire d'un point de vue de la solution. Donc, on peut forcer un plan, tout comme on peut déforcer, entre guillemets, un plan d'exécution. Dernière chose, et je vais aller très très vite là-dessus, paramétrer SQL Server, ça passe aussi par de la surveillance de SQL, par l'agent SQL Server. Donc tout ce qui concerne la partie database mail avec du account, du profile, côté agent SQL Server, les opérateurs, les alertes sur les événements les plus critiques, les erreurs de gravité 19 à 25, toutes les erreurs d'entrée-sortie disque, d'IO disque de 823, 824, 825, toutes les erreurs que je vous ai mentionnées ici sont des choses que vous devez absolument monitorer de manière à réagir très très rapidement. Donc, envoyez-vous des emails en cas de problème. De la même manière, vous pouvez aussi suivre vos jobs qui sont en échec. Et donc, ce que je vous propose, encore une fois, c'est tout simplement, et ce sera la dernière démo, d'utiliser un petit bout de script PowerShell qui va configurer automatiquement tout ce qu'il faut au niveau de votre instance. Alors, la seule chose qu'il faudra faire, changer l'adresse, le SMTP, enfin le domaine d'email et le serveur SMTP, sinon forcément vous aurez des petits soucis. Mais mis à part ça, une fois que vous êtes connecté sur votre instance, vous initialisez vos variables, vous activez le database mail, vous créez le count et le profil. Une fois que c'est fait, côté agent SQL Server, vous activez la notion de database mail, ce qui correspond d'un point de vue clic droit, properties, alert system, à cocher cette case-là, à choisir le mail system database mail et à configurer le mail profile que l'on a positionné juste au-dessus. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir créer un opérateur. Un opérateur, c'est tout simplement une personne qui va recevoir l'email. Et on va configurer les alertes 19 à 25 et tous les numéros d'erreur IO disque vraiment problématiques. Une fois que c'est fait, côté alerte, je me retrouve ici avec toutes mes alertes qui sont prédéfinies. Et je ne sais pas si les plus vieux d'entre vous se souviennent, mais dans des versions telles que SQL Server 7, il y avait déjà des alertes qui étaient prédéfinies. Elles étaient, après elles ont disparu malheureusement, mais elles étaient déjà prédéfinies côté SQL. Et donc, en termes de réponse, je vois ici bien le fait de notifier par email mon opérateur. La dernière chose, c'est tout simplement de reprendre tous les jobs que j'ai mis en place d'un point de vue de la maintenance, à savoir tous mes jobs liés à Ola Alengren et les jobs que moi j'ai créés. On voit ici qu'il n'y a pas d'alerte sur ces jobs-là. Je vous suggère tout simplement d'aller positionner un email level of failure, donc en cas d'échec. Vous allez envoyer un email à l'équipe de DBA et donc à partir de là, dès que vos jobs seront en erreur, vous serez automatiquement prévenu. Donc, configurer SQL Server, c'est quelque chose qui n'est pas très très compliqué. L'installation par défaut est pas mal du tout. Malheureusement, il manque des choses si vous voulez être prêt pour réagir à des problématiques, que ce soit de performance, que ce soit de restauration de bases de données si vous n'avez pas fait vos backups, que ce soit lié à l'alerting, que ce soit lié au verrouillage, que ce soit lié à la sécurité. Donc, n'hésitez pas à, je dirais, utiliser 2-3 scripts en parallèle pour vraiment terminer et parfaire la configuration de votre SQL. On est OK, Rudy, prêt pour les questions. Super, merci beaucoup. Alors attends, on va voir s'il y a des questions. Je voulais juste dire, alors sur les feedbacks qu'on a, c'est un cours super génial.
Plein de choses très intéressantes. Donc, merci beaucoup. C'est un peu flou, malheureusement. Donc, on verra sur l'enregistrement ce que ça donne. Ok. Je voulais rajouter un petit truc sur les dernières alertes que tu as mises. C'est parce que pendant de nombreuses années, j'ai jamais compris pourquoi, quand je faisais des alertes sur des erreurs, ça ne se déclenchait pas. Et j'ai enfin compris il y a quelques années qu'il fallait que ce soit une erreur qui soit loguée. Donc, il y a un truc. Ouais. Et alors ça, si jamais vous êtes coincé là-dessus, vous dites mais j'ai une erreur et j'essaie de faire une alerte dessus, ça ne se déclenche pas, eh bien il y a une procédure stockée qui vous permet d'activer le log sur l'erreur, c'est un SP, je ne sais plus quoi, message. Et pensez à ça, cherchez dans la doc. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait visualiser... Quand l'alerte s'est déclenchée? Non, les messages d'erreur, il n'y avait pas un endroit où on pouvait les lister graphiquement plutôt que par... je me souviens plus. Ah, je sais pas, mais j'étais content le jour où j'ai enfin compris ça, et j'ai compris pourquoi mes alertes se déclenchaient jamais. Alors, je sais pas s'il y a des questions, voilà. Ou alors j'ai endormi tout le monde sur l'heure de la sieste. Ah non, c'était dynamique. Bon, bah écoute, merci. Tant mieux. Ouais. Impeccable.